On a 4 autres lectures. 4 autres lectures et c'est déjà 11 heures. On va finir tard. Allez, le premier titre que je vais vous proposer, c'est celui-ci. Donc, alors je l'avais déjà lu avant qu'elle soit sélectionnée à Angoulême pour le Grand Prix. Mais je me dis c'est l'occasion d'en parler. C'est Animan de Anouk Ricard. Anouk Ricard. Que j'avais pris à ma médiathèque. Donc j'ai fait un film. Vous pourrez, je vais vous montrer la vidéo comme ça. Il y a donc le Labyrinthe inachevé de Jeff Lemire, pareil, que j'ai pris à la médiathèque, que j'ai là. Donc là, ce soir, je vais en parler, mais on en reparlera mercredi. Mais ça sera une critique assez courte ce soir. C'est 1629 parce que pareil, je les ai en physique, donc je me dis autant vous les montrer en physique. Et le dernier, c'est pareil, alors je l'ai déjà rendu, mais c'est Mister Miracle. Voilà, celui-ci. Je sais pas si on va le voir chez Urban. Voilà, celui-ci, donc j'ai lu aussi, qui est un peu long comme critique, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, j'espère que vous êtes prêts pour les lectures comics. Je vous fais un petit sondage. Il est très bonne lecture là-dedans, je vous le dis. Alors, sondage, c'est parti. Où est mon truc de... Ah, il est là. Voilà. Allez, je remets ma tête. Mais si vous relisez Monster, moi je suis intéressé pour avoir votre avis. Parce que peut-être que j'ai été dur avec Monster, hein, c'est possible. Hein. Animan. Mais clairement, c'est plus une série qui me botte, quoi. Le labyrinthe. Voilà, et le dernier, Mister Miracle. Mister Miracle de Tom King. Ah, labyrinthe. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hop. C'est mal écrit. Ça me saoule. Hop, voilà. J'arrive pas à l'écrire comme il faut. Donc, le labyrinthe. Voilà, c'est à peu près comme ça que je l'ai écrit. Allez, votez. Eh ben écoute, le Jeff Lemire, je l'ai lu le week-end dernier. Et comme j'ai pas encore rendu les livres à la médiathèque, je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion, autant parler de ça et de garder le titre qu'on a prévu pour mercredi en mode inédit, autant le faire. Il n'y a que 1629, mais 1629, j'ai écrit un truc très rapide, j'ai pas forcé. Effectivement, Urasawa, il y a des très bons documentaires à voir, quoi. Voilà, c'est ça, mais Furias, tu vois, c'est ça, c'est popcorn, tu l'as pas trouvé si désagréable dans le sens où, comme je dis, hein, ça se lit et tout. Moi, il y a eu des hauts et des bas, mais ça se lit. Mais à la fin, ça te marque pas en fait. Mais quand c'est sorti en 2000-2005, là, c'était la révolution à l'époque. C'était un manga adulte. On avait que on avait que des combats, des mangas, des gars qui se tapaient dessus. Donc c'était génial. C'était génial. Mais je vois que vous avez voté pour Animan. Vous avez du goût, dis donc. Animan. Alors j'ai pris Animan totalement au pif en fait. Hein. T'inquiète pas, les autres voteront pour Labyrinthe après. Ils auront plus le choix de toute façon. Ah là là. Alors, attends, il faut que je tourne la vidéo. Est-ce que je peux le faire ça? Tourner la vidéo. Oui, on va. Laissez-moi une seconde. Le temps que je puisse. Voilà. Rotation 90 degrés. Voilà. Allez, on va le mettre. Hop. Animan, sondage Twitch. Voilà. Donc je vous remettrai la vidéo plusieurs fois parce qu'elle n'est pas très longue, elle dure 2 minutes. Hein. Ok? Attends, je vais mettre ça là-bas. Allez. Donc Animan, j'avais trouvé ça à la médiathèque. Alors il y avait le petit macaron Angoulême. Je me suis dit, allez, on va tenter. Et attends, je vais mettre des pauses comme ça dure un peu plus longtemps. Et en fait, il était dans la sélection de l'expo du centre Pompidou. C'est là où je l'ai vu la première fois. Et c'est du coup, il m'avait marqué par son style, vous voyez, assez enfantin dans son découpage. Et quand j'ai vu le macaron Angoulême, j'ai dit, bon, allez,
Et je suis toujours curieux de lire des gagnants d'Angoulême. Et j'ai dit, bah, allez, je vais la prendre. Puis bah, la médiathèque, hein, c'est vite pris. Hein. Et donc Hahnemann, ça raconte la vie d'Hahnemann, donc qui est un vétérinaire qui vit avec sa femme Fabienne, qui est une grenouille. Voilà. Mais Hahnemann a une particularité, c'est qu'il peut se transformer en animal. Et on va suivre donc hop là, on va suivre le récit, justement le quotidien entre sa routine, ses passions, mais encore en train de résoudre des enquêtes. Mais son ennemi juré, qui est Objecto, lui peut se transformer en objet, que vous voyez sur la gauche, et lui n'est jamais très loin pour faire mettre des bâtons dans les roues d'Hahnemann, puisqu'il essaie de tout le temps le tuer. On le voit ici en bas, il a son flingue dans le sable, il s'est transformé en flingue, et il ne peut pas tirer parce qu'il a du sable, et hop, il se casse en mouette. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire. Donc vous avez compris, rien de sérieux dans la BD, c'est très absurde, c'est drôle. Moi j'ai eu quelques fous rires en lisant la BD. Et ça me faisait penser, justement, tu le mentionnes Aurélien, mais ça me faisait penser à Manimal, la série où tout le monde pense qu'il y a 50 épisodes, tellement que ça a été rediffusé à l'époque. Et en fait, il n'y en a que 7. Il n'y a que 7 épisodes de Manimal. Et donc c'est aussi dans sa fiche de présentation, ils font le lien avec la série Manimal, je l'avais lu après, donc ça va, mais les connexions étaient bonnes. Et donc dans la BD, il y a deux types d'histoires. Il y a les petites histoires d'une page qui sont indépendantes et qui sont dans une petite situation du quotidien, ou alors on a des histoires plus longues qui vont faire des histoires complètes jusqu'à la résolution finale de l'enquête. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous décrire ce livre parce que c'est à la fois absurde, à la fois décalé et à la fois je trouve que c'est du génie en fait. C'est du génie. Narrativement, il y a une sorte de naïveté dans la manière dont c'est raconté. Ça mélange une sorte de narrateur avec quelqu'un qui commente l'action avec un détachement absolu. C'est un peu comme un conte pour enfants. Et les dialogues vont aussi avec l'ambiance du titre. C'est un mélange qui donne une sorte de décalage humoristique bienvenu et super plaisant à lire. C'est très... ça a son ambiance, quoi, clairement. Et perso, j'ai dévoré le livre, je l'ai lu en une fois, ça m'a souvent fait sourire, et ça m'a même fait rire, comme je vous disais. Il y a des situations qui sont réellement absurdes. Ouais, il dessine, là c'était le truc où il dessine des carnets, il dessine des trucs secrets, et en fait c'est que des trucs de cul, où il dessine voilà, des animaux avec des nichons, etc. Enfin, c'est un peu débilos comme ça, mais à chaque fois c'est toujours décalé, quoi. Et à un moment, par exemple, pour vous dire les situations absurdes, il va enquêter sur la mort d'une personne qu'il a appris bien sûr en se transformant en chien et en parlant avec le chien de la propriétaire. Et donc il va se transformer en ver pour creuser la terre, puis en termite pour aller creuser le cercueil où il y a le mort. Et dedans, il va parler avec des asticots pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'il mange et compagnie. Et quand il rentre chez lui, il est tout dégueu, puis il continue sa vie comme si de rien n'était. Enfin, c'est des situations, c'est absurde et décalé, et franchement, c'est très très drôle à lire. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle dévoile le passé des personnages. Mais là, on le voit en train de se transformer en ver pour aller dans le truc et parler avec des trucs. Et puis il est tout seul, vous voyez, il rentre chez lui, hop, 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 tranquille, il va se doucher, puis il fait la conversation avec sa femme, quoi. Et donc voilà, donc ça donne des situations vraiment absurdes. Elle dévoile le passé des personnages, comme je disais, et notamment de son ennemi. Et en fait, comme il se transforme tout le temps, ça donne des situations où genre, ils se battent toujours à poil, en fait. Ils se retrouvent à poil, ils se battent à poil, ça fait des combats ridicules. Et on ne sait pas pourquoi Hahnemann est détesté par cette personne. Et donc ça, ils vont l'expliquer. Donc série un peu difficile à pitcher pour faire un truc hyper carré et tout. Moi, j'ai passé un super moment. Ça se lit vite. Moi, je suis content de l'avoir lu avec ma médiathèque. En revoyant ça, ça me donne envie de le relire et de retourner dans ce côté absurde. En tout cas, ça me donne envie de découvrir d'autres titres d'elle. Donc si vous avez l'occasion et que vous aimez ce type d'humour, n'hésitez pas. Ça fait comme une respiration dans des séries un petit peu plus lourdes, un peu plus noires.
Et j'ai appris qu'il allait avoir une suite donc d'Animan sur sa femme, Fabienne, qui sera dans le même style, entre enquête et vie quotidienne pour 2025. Et là, récemment, Anouk Ricard a gagné le Grand Prix, je crois, d'Angoulême. En tout cas, elle a eu un joli prix là-bas, donc ça va encore plus la mettre en avant. Donc bravo à elle. Voilà pour Animan. C'était une lecture très cool. Très très cool. Voilà, voilà. Un poussin avec un bas, exactement, quoi. Écoutez, ensuite, écoutez, je propose qu'on enchaîne. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, je reprends ça. Ça, clairement, Mabo, je sais que ça te plaira. Alors, lecture, nous sommes sur du Mister Miracle, sur du 1629. Ah, je vous ai pas fait mes achats manga tout à l'heure. Ben, on le fera à la fin. J'ai oublié. Labyrinthe. Je savais que j'allais oublier un truc. Allez. Je lance. Bonne soirée, Orphine. Sondage Twitter. Je vous ferai les achats manga à la fin. J'ai oublié. Je vais galérer plus à découper les vidéos, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, pourquoi vous votez du coup? C'est quoi, le labyrinthe? Non, c'est le... Oui, c'est le labyrinthe là qui a l'air de gagner. Ah, Mister Miracle, vous en moquez. Bon, on le fera pas, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Hein. Je peux réduire le programme aussi. Hein. C'est pas un souci. Alors, qui gagne? C'est labyrinthe, hein, on est d'accord. Hein. Ah, c'est labyrinthe qui va gagner, c'est sûr. Je vais préparer. Le labyrinthe. Alors, il faut savoir que de... Attends, c'est pas fini encore. De l'émir, j'avais lu Snow Angel, j'ai fait une critique dessus. Donc, c'est mon deuxième l'émir, je crois. Si je me trompe pas, mais je peux parler de celui-là en premier, ça ne changera pas grand-chose. Allez, labyrinthe. Donc, pareil, à ma médiathèque, hein, c'est un livre de ma médiathèque, celui-ci. Ils ont pas mal de titres au final, je me rends compte. Hein. Donc, je suis tombé dessus, j'ai vu Jeff Lemire, je dis bah allez, on va tenter ça. De quoi parle ce manga? Donc, on suit Will, qui est là, qui est un chef de chantier qui a une vie assez morose et routinière et qui est toujours hanté par la perte de sa fille qu'il a perdue depuis 10 ans. Il vit presque reclus en fait chez lui. Il est enfermé dans son passé. Il a même oublié le visage de sa fille. Je crois qu'on le voit au début. Hop là. Là on le voit pas, mais hop, on trouvera le passage. Il a même oublié le visage de sa fille. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil jusqu'au jour où il reçoit. Voilà, on voit sa fille là, sans visage. Jusqu'au jour où il reçoit en pleine nuit un appel, et c'est sa fille décédée qui l'appelle, et qui lui demande en gros, elle dit qu'elle est coincée dans un labyrinthe. Et en fait, sa fille adore les labyrinthes du temps où elle était vivante, et donc du coup, là, il décide de comprendre et essayer de retrouver sa fille à travers ça. Donc là, l'auteur nous propose un récit qui va traiter du deuil. L'auteur va prendre le temps de montrer la solitude de Will, donc dans des tons qui sont, comme vous voyez, très marrons, très ternes, hein, c'est volontaire, qui montrent justement la morosité de son quotidien, hein, qui se résume à travailler, vivre reclus. Il limite au maximum les interactions sociales. Hein. Par exemple, là, il croise sa voisine, c'est à peine s'il la regarde. Et en fait, il vit dans cette routine qui le rassure et qui s'enfonce déjà depuis plus de 10 ans dans cette dépression. Mais le tout, c'est que malgré ça, c'est que il oublie en fait les souvenirs de sa fille.
il oubliait son visage, donc imagine la tristesse de la situation. Et là, Jeff Lemire, en fait, il va beaucoup jouer sur la représentation de ces fragments de mémoire, de ces souvenirs incomplets, notamment, comme on voyait aussi au début, avec cette porte dans voilà, qu'il essaye d'ouvrir, et en fait, voilà, beaucoup de choses qu'il oublie, ou de temps en temps des labyrinthes, vides, en fait. Hop là, je ne sais plus où aller. Voilà, genre des passages comme ça. Et la représentation de ce fil rouge que vous avez dû voir depuis le début. Fil rouge fragile, en fait, de ces maigres souvenirs et qui souvent se heurte à l'entrée de Dédale dans ses rêves. Et donc, bien sûr, il y a cet élément déclencheur de l'appel de sa fille qui va devenir sa nouvelle obsession, et notamment quand il cherchera le lien entre les labyrinthes et elle. Et cette fois, le récit va commencer à nous envoyer dans un monde plus fantastique. Et je ne vais pas aller trop loin pour vous montrer plus, mais vous voyez par exemple ici, dans cette cité, et ce monde fantastique donc, est représenté justement en bleu, contrairement au reste. Et bien sûr, si les deux réalités se mélangent, ou du moins qu'il est face à la réalité, là on aura plutôt de la couleur. Voilà, par exemple, là on va avoir de la couleur qui le met face à sa réalité et face aux vrais événements de ce qui s'est passé. Donc c'est assez intéressant de... voilà, la couleur par exemple. Là, c'est assez intéressant justement ce jeu graphique, ce jeu de couleurs qu'il a fait. Et bien sûr, le labyrinthe se mélange au mythe du Minotaure. Donc l'auteur fait une double allégorie avec ce labyrinthe, celle du mythe, mais avec le cheminement justement pour sortir de son propre labyrinthe dans lequel il est enfermé, pour sortir de sa dépression et pouvoir avancer dans la vie. Mais aussi avec le fil rouge, qui est le lien de sa fille, le lien de la raison en fait, qui va lui permettre de surmonter les épreuves, et tout ça comme dans la légende avec le Minotaure. Donc sans vous révéler spécialement la chasse aux indices, ce qui va être intéressant, c'est surtout la composition des planches. Je vous ai parlé des couleurs, mais il va aussi proposer des planches. Hop, je vais vous montrer. Proposer des planches, voilà, en forme de labyrinthe, des couloirs comme ça. Et donc il va proposer ce genre d'exercice. Hop là, attends, je reprends un peu mon fil. Voilà, ça va proposer ce genre d'exercice sous forme de labyrinthe qui va nous mener et faire suivre le cheminement de l'histoire et le déplacement du héros dans ce monde surréaliste en fait. Tout en mettant l'accent sur l'acceptation de notre protagoniste à affronter ses peurs et réussir à faire son deuil. Et comme je disais, avec cette dualité de couleurs quand il se rappelle des événements réels. Donc ce titre, c'est une bonne surprise. Quand je l'ai eu la première fois, je suis sorti de ça et j'en suis pas ressorti emballé. Et en fait, je me suis pas sorti emballé parce que c'est vrai que le titre est assez aéré, il y a assez peu de texte, tout se joue beaucoup sur le découpage et le non-dit. Et en fait, plus j'y repensais, et quand je commençais à écrire la chronique et tout, je refeuilletais et tout, je me dis, mais en fait, c'est un bon récit, en fait. Je trouve que c'est un récit qui a une vraie proposition artistique. Il y a un sujet difficile qui est abordé, qui propose quelque chose d'un peu plus d'assez intelligent. Et finalement, j'ai changé mon avis et je me suis dit non, mais en fait, ce comics c'est vraiment bien. C'est vraiment un comics que j'ai envie de recommander. Et je trouve que l'auteur arrive à bien le réussir. Et finalement, son seul défaut, c'est que ça se lit un peu vite. Et est-ce que c'est vraiment un défaut ? Non, mais c'est vrai que quand on passe plus de temps à lire, on a plus le temps de s'imprégner de l'histoire, d'intégrer l'univers, que là, on a tendance à aller assez vite. Vous voyez, en termes de texte, ça reste assez léger. Donc c'est plutôt ce côté de prendre le temps de le lire pour l'apprécier à son plein potentiel. Et ça du coup, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et à la fin, il y a un texte de l'auteur qui explique un petit peu sa démarche artistique dedans.
Donc ça, je trouve ça vraiment bien, c'est hyper appréciable parce que on en comprend un petit peu plus pourquoi il a fait, dans quelles conditions, et ça rajoute un peu plus de profondeur au texte. Et c'est ça qui est bien avec ce genre d'œuvre, c'est que autant on peut reprocher à des œuvres qui sont des fois un peu commerciales, un peu faciles, mais quand il y a une vraie approche artistique avec des vrais sujets, il faut le souligner, et là c'est le cas. Autant par exemple Snow Angel que j'ai pu lire, on en reparlera sur la chaîne une autre fois, était déjà plus divertissant, manquait un peu de profondeur. Autant celui-ci c'est pas le cas et c'était une très bonne surprise. Donc si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. Donc le labyrinthe inachevé. Voilà pour celui-ci. Maintenant je pourrais le rendre à ma médiathèque. Voilà donc. L'alcool, ça fait pas du bien, oui, clairement. Allez, je propose qu'on continue sur les deux derniers. Alors, lecture. On a Mister Miracle. Et on a 1629. Et après, il restera les lectures, les achats manga que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. J'ai lancé le sondage. C'est à vous. C'est à vous. Merci Foriaz. Bonne soirée à toi. Alors, c'est le moment, hein. Vous avez des points, vous pouvez revoter plusieurs fois, faut y aller, faut user les points, c'est là, vous les économisez, là, vous savez, les points, ils vont pas se transformer en crypto-monnaie après, hein. Ils sont perdus, hein. Donc allez-y, hein. C'est le moment. C'est le moment, les gars. En tout cas, non, c'était des bonnes lectures. Animan et celui-ci, franchement, c'était vraiment très très cool. C'était très 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 cool. J'ai beaucoup apprécié. Je crois que ouais, Mister Miracle, c'est pas, ça vous botte pas plus que ça, hein. Alors, ça sera 1629. Allez, donc 1629, on en reparlera avec Badass. Donc mercredi. Donc je vais faire une petite retour un peu rapide. C'est celui-là le volume 1, je crois, hein. Non, 2. Hop. Alors ce sont deux gros pavés. Et je préviens. Donc ils sont pas donnés, mais par contre vous avez une édition. Alors là vous voyez moins parce qu'il y a un film plastique de la médiathèque dessus, mais ça brille de tout feu. Ils sont super épais parce qu'ils font 140 pages et ils pèsent leur poids. Franchement, ils ont fait une belle édition. Elle fait plaisir cette édition, clairement. Donc 1629, un petit retour assez rapide. Donc c'est plus un retour de lecture qu'une critique complète, hein, il faut le prendre comme ça. J'avais pu voir l'exposition à Angoulême avec des planches noires et blancs qui étaient incroyables, on a vu ça ensemble, et c'est tiré d'une histoire vraie. Cette BD raconte, donc se passe en 1629, comme le titre, incroyable. Et en fait, la plus grosse compagnie hollandaise, donc une compagnie déjà mondiale à l'époque, souhaite faire du commerce avec l'Indonésie et soumettre, on va dire, corrompre le roi d'Indonésie, et affrète le Jakarta, donc le fleuron de son immense flotte, et qui va être rempli d'or et de diamants pour offrir au roi d'Indonésie. Et avec 300 personnes à son bord et quasiment que des reclus ou des gens qui sont punis, forcés d'être là-dedans, donc pas des gens comment dire, pas des gens très fréquentables. Et le chemin va être assez houleux pour arriver à destination. Et parmi ces passagers, il y a un apothicaire ruiné qui a eu l'obligation de monter à bord. Et cet apothicaire est particulièrement intelligent et va monter une mutinerie pour essayer de s'emparer de l'or. Donc le récit se compose en deux volumes. Un premier où l'ensemble des personnages part en voyage. Là, on le voit en train de faire le bateau, puis ensuite, ils vont être sur la mer. Donc les planches sont assez incroyables. En noir et blanc, c'est encore plus magnifique. Pas pour dénigrer la couleur, mais c'est vrai que le détail du noir et blanc est assez fou. Et donc, bien sûr, le voyage est conditionné à une prime de résultat, hein, donc le but, ça va être d'aller au bout du voyage que s'occuper des personnes sur place.
Et donc on va avoir donc cette apothicaire, mais aussi donc Lucretia Hans, une jeune noble que son mari a obligé à monter dans ce bateau pour le rejoindre là où il est. C'est une femme de la haute société il est un mari tyrannique qui est en ce moment en Indonésie. Elle lui a demandé de le rejoindre. Et donc durant ce volume en pleine mer, on va voir l'écrasante puissance du capitaine qui doit maintenir l'ordre et la discipline d'une main de fer, qui va laisser passer aucun méfait, qui va donner droit à quelques scènes assez violentes, dans le sens où voilà, il leur mène vraiment la vie dure pour garder le contrôle sur eux. On va retrouver tout un système de classe entre les nobles qui profitent d'un traitement particulier bien sûr, et les autres à manger de la bouillasse et vivre dans la cale avec les maladies et tout le reste. Et au fur et à mesure, la tension monte et les tentatives de rébellion vont être de plus en plus pressantes, plus en plus présentes, pardon. Et les auteurs, en fait, arrivent bien à représenter cette tension, mais aussi toute l'habilité de la manipulation de l'apothicaire. Et la vie sur le bateau est assez bien représentée. On ressent ce côté puant des latrines, le côté pestilentiel du bateau. Enfin, ils sont... voilà, on sent que les conditions d'hygiène voilà, sont clairement pas là. Et ça, ils arrivent assez bien à le représenter. Dans la seconde partie, parce qu'on peut vraiment le découper en deux, dans la seconde partie, sans trop dévoiler bien sûr, ils vont bien sûr s'échouer sur une île, puisque ça fait partie de l'histoire. C'est là où ça va un petit peu changer. Je ne vais pas trop en dévoiler pour vous laisser découvrir tout ça, mais en gros, comment dire, le bateau s'échoue et là ils doivent survivre sur l'île, sauf qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez nombreux et donc il va y avoir des tentatives d'éliminer pas mal de personnes. Et là, comment dire, ceux qui contrôlent, qui donnent des ordres, ça change et l'horreur humaine montre tout son visage. Alors les auteurs, ils ont quand même la bonne idée de ne pas représenter la violence visuellement. Elle est souvent sous-entendue. On va plus voir des cadavres que vraiment des personnes se faire tuer ou autre. Et c'est là où le développement du personnage de Lucretia Hans va aussi prendre toute sa valeur, puisque c'est une femme qui est dominée par son mari, qui va vouloir prendre son indépendance malgré ce qui se passe autour et malgré les difficultés, les désillusions de la situation. Et outre l'histoire, imaginez-vous, horrible, je n'ose pas imaginer l'état de terreur des personnes sur place qui ne savent pas si elles vont se faire tuer pour un oui ou pour un non. Le récit aborde aussi une thématique intéressante, c'est celle de la liberté. L'apothicaire propose de retrouver la liberté à tout le monde. En tout cas, c'est un peu le leitmotiv qu'il essaye de pousser à cette équipe de truands qui sont eux meurtris par la société hollandaise et qui en fait sont forcés de faire ça et de dire mais qui ils sont pour nous faire esclaves alors qu'on ne mérite pas ça. Et parce qu'ils sont forcés de constater que c'est que de la main-d'œuvre remplaçable. Et donc, voilà. Et donc, lui, il rêve de cette liberté et bien sûr récupérer le magot derrière, quoi. Et tous les moyens utilisés sont horribles, mais dans les faits, il se mouille jamais directement. Et on l'accuse d'être à l'origine de ça. Mais finalement, est-ce que c'est lui le pire de tous? Est-ce que c'est est-ce que c'est la compagnie qui les a affrétés? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les gens qui ont réalisé ça? Et ça questionne tout ça. Donc c'est une très bonne lecture dans son ensemble. Moi, je suis pas très fan des récits de mer, ça m'a jamais fasciné. Mais malgré tout, j'ai lu d'une traite. J'ai lu les 2 volumes d'une traite une après-midi, et il y avait d'excellents passages. Il y avait des moments qui me plaisaient un peu moins, parce que c'est pas le genre de récit moi qui me fait surkiffer, mais ça reste un très bon récit, très bien maîtrisé. C'est plus une question de goût personnel, et je trouve que voilà, il arrive à nous faire à nous faire ressentir cette ambiance, cette peur, toute cette folie en fait qui s'empare de l'équipage. Donc voilà, et en plus, c'est vrai que l'édition est superbe, très grand format. Enfin voilà, en tout cas, ils ont mis le paquet dessus et c'est vrai que c'est le genre de bouquin, rien que les regarder déjà, t'as envie de les acheter en fait. Ça là-dessus, ils sont très forts.
Voilà pour 1629. Donc, comme je dis, c'est plus un ressenti de lecture globale qu'une lecture ultra poussée, mais vous avez à peu près l'idée. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, c'est maintenant. Mais effectivement, on attend la version intégrale noir et blanc. Je pense que celle-ci peut valoir le coup, hein, clairement. Hein. Alors, comics, on va regarder ça. Mister Miracle. Allez, je vais le récupérer. Donc pareil, c'est Mister Miracle, je l'avais pris à ma médiathèque aussi, mais comme j'ai trouvé une version numérique, je vais directement vous montrer la version numérique. Et après, on pourra passer aux achats manga, puis on aura fini la soirée. C'est pas mal, encore une soirée bien remplie. Et elle est un peu longue, celle de Mister Miracle. J'aurais peut-être dû en prendre une plus courte. Après, je peux changer, hein. Je peux en prendre une plus courte, hein, si vous préférez. Hein. Mais bon, voilà, on n'est plus à ça près maintenant, je crois. Alors, Mister Miracle. On y va. Alors, on avait fait le live sur Strange Adventure avec Badass et Mangas de Tom King. Je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'en parlerai aussi sur la chaîne. Et je me suis mis après à lire Mister Miracle, puisque j'avais adoré Strange Adventure. Et avant, j'avais lu Supergirl, que j'avais adoré aussi. Donc là, il reprend un personnage qui est beaucoup moins connu dans l'univers DC, pour nous proposer une interprétation beaucoup plus personnelle. Et donc, le comics démarre avec un peu un rappel de l'univers pour les néophytes comme moi qui découvrent. Et nous avons donc le bienveillant Opère qui règne sur le peuple des Néo-Génésis et l'affreux Darkseid, hein, le plus grand méchant de DC, qui règne sur Apocalypse. Et après des années de guerre, ils trouvent un terrain d'entente où ils s'échangent leurs fils respectifs. Donc quand le fils du méchant va grandir dans un monde heureux, lui, le fils du gentil, va vivre dans la souffrance et en faire un guerrier ultime. Et avec les années, le fils du gentil s'échappe de l'enfer et se lie d'amitié avec un artiste sur Terre, donc un Mister Miracle, là, qui fait des numéros d'évasion. Et il va prendre son identité une fois que le vrai Mister Miracle décède. Et il va vivre heureux avec sa femme, qui est une guerrière qu'on voit ici d'Apocalypse. Et c'est là où son destin va vite le rattraper. Donc ça, c'est le début. Et dès la première page, on découvre que Mister Miracle tente de se suicider. Donc il est totalement soumis à la dépression. Je crois que c'est un peu une thématique ce soir, la dépression. Donc on va suivre l'histoire de notre héros qui va subir le poids de ses responsabilités et essayer de faire face à sa dépression. Donc là on a quand même un titre avec un sujet assez fort, surtout pour les super-héros. Donc c'est un titre qui a reçu le prix Eisner en 2019 et quand j'ai lu ce récit, j'avoue, je ne savais pas quoi en penser. En fait, j'ai pas du tout passé un mauvais moment de lecture, mais j'étais incapable d'expliquer ce que j'avais aimé ou pas aimé, et incapable d'expliquer le propos du titre. Et j'ai dû laisser un peu maturer le titre, et je suis revenu dessus, je l'ai lu une deuxième fois, et j'ai aussi regardé d'autres avis pour m'approprier l'histoire et mettre des mots sur ma lecture. Et en soi, Mister Miracle, c'est un bon comics. Il y a plusieurs éléments, mais il y a plusieurs éléments qui m'ont gêné. Je pense que dans le récit, ce que j'ai ressenti, en fait, c'est un décalage entre mes connaissances actuelles de l'univers d'ici et les personnages. Et en fait, le récit demande à connaître les personnages pour comprendre les enjeux. Et en fait, c'est un récit qui est un peu plus difficile d'accès que les autres si on est un néophyte comme moi. Par exemple, moi, j'avais pas compris que Mister Miracle était particulièrement fort dû à son entraînement. Tu vois, c'est un truc, c'était pas mentionné. Ou alors l'importance de Darkseid, ça peut faire rire. Moi, j'ai pas vu les films d'ici, tout ça. Et en fait, t'apprends que c'est le plus gros antagoniste de l'univers d'ici. Et ici, t'as un peu l'impression qu'il est présenté comme un méchant un peu lambda, mais surtout, il y a des situations un peu cocasses. Tu dis, ah oui, d'accord, le grand méchant, ça se passerait pas comme ça, quoi. Donc, je comprenais pas le rapport entre sa capacité de s'échapper et ses pouvoirs réels et son costume, en fait. J'avais du mal à comprendre ça.
Mais aussi, il y a pas mal de personnages qui sont là, mais que tu connais que de nom, et tu te dis, mais du coup, c'est quoi leur rapport voilà, il te manque des éléments. Donc en gros, j'ai ressenti que ces éléments de background qui sont un peu expédiés en quelques cases, ben, c'était un peu manqué. C'est rien de méchant, mais du coup, j'étais trop concentré sur ça. Et finalement, je suis passé devant la thématique du récit, quoi. Donc, après tout ça, bon, ben, j'ai eu le temps de maturer toute l'histoire. Et en gros, c'est un comics qui a une atmosphère assez particulière, puisqu'on parle d'un personnage qui est dépressif. Ça donne une ambiance mélancolique, assez déconnectée de la réalité. Et donc d'ailleurs, souvent, l'auteur, il s'amuse à mettre des dialogues qui sont en décalage total avec l'action ou la situation. Ils peuvent parler du quotidien avec sa femme alors qu'ils sont en train de tuer des ennemis, genre limite à payer la facture d'électricité, quoi. Voilà, donc il fuit ses responsabilités, et notamment pour participer à la guerre pour sauver son peuple, parce qu'il reste le fils du haut-père, mais il doit aussi gérer ses propres traumas. Et il y a ce parallèle avec sa phrase là, je peux toujours m'échapper. Mais est-ce qu'il va arriver à s'échapper de sa dépression, en fait? C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. C'est un personnage, Mister Miracle, qui est capable de s'échapper de toutes les situations, mais il y a une situation qui n'arrive pas à s'échapper, c'est sa dépression. Et c'est ça le propos du récit. Il n'arrive pas à se détacher du passé, et il redoute l'affrontement contre son père adoptif. Pourtant, ben, c'est un personnage qui a tout pour être heureux. Donc c'est le succès de ses spectacles. Il a une vie confortable avec sa femme. Il a une femme qui est un appoint, un soutien, donc un appui très solide, et qui le soutient jusqu'au bout. Donc voilà, il le secoue quand il faut. Elle est toujours au cœur de l'action. En gros, sans elle, ce personnage n'irait pas loin. C'est vraiment elle qui tient le couple. C'est grâce à elle que ça tient. Et en fait, elle est bien plus forte psychologiquement que lui, et c'est elle et alors qu'elle a grandi dans ce même enfer, en fait. Et même physiquement, ben, elle sait se battre, et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est ultra balèze. Et Tom King, le scénariste, il s'amuse à nous perdre, en fait. Il a un pouvoir d'équation, il a le pouvoir d'équation d'Antivie, qui permet de contrôler la pensée que Darkseid possède aujourd'hui, hein. Ça permet de contrôler la pensée. Et en fait, le doute plane tout le temps, tout le long du récit, sur son utilisation. Il y a des sortes d'effets de glitch de temps en temps dans le récit. Je ne sais pas si je vais en trouver, mais il y a des effets de glitch, voilà, comme ça. Et on se demande s'il n'utilise pas ce pouvoir. Et ça montre aussi l'instabilité psychique, en fait, de Mister Miracle. Mais du coup, est-ce lui, ou est-ce que c'est quelqu'un qui agit sur lui? Donc c'est un peu comme les hallucinations qu'il peut avoir entre deux insomnies. L'auteur nous perd souvent là-dedans. Alors ça rend la narration un peu confuse. On se demande du coup si c'est réellement utile ou pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Et ça n'a pas l'air d'avoir une vraie incidence sur le récit, mais c'est les questions qu'on se pose. Il y a aussi certains éléments qui sont hyper intéressants. Par exemple, si je vais à la page 224, hop, hop, voilà. On découvre dans le récit, hop, voilà. En fait, dans le récit, ils ont un truc qui leur permet de changer un peu d'apparence, je dirais. Et, en fait, entre la réalité de leur corps et ce qu'ils sont, vous voyez, en fait, ce sont des grands brûlés, en fait. Mais eux se représentent comme ça. Et enfin, comment dire, il faut le prendre un peu comme une sorte de métaphore entre eux, où en fait, même ce qu'ils vivent, en fait, c'est pas la réalité. Donc ça, voilà, c'était hyper intéressant, ce genre de passage. Donc côté narration aussi, il y a un décalage entre, comme je disais, les situations et... Hop là, je reviens un peu en arrière. Les situations et les dialogues. Il y a deux moments qui me viennent à l'esprit. C'est un moment, Mister Miracle, il a un procès pour traîtrise, et il mange son plateau de légumes en plein procès pour montrer un peu l'absurdité de la situation. Ou alors il y a un autre où ils attaquent des méchants, et comme je disais, ils parlent de comment ils redécorer la maison et leur appartement, quoi. Donc j'aime beaucoup ces décalages. C'est comme si la bataille était qu'une formalité dans leur quotidien, en fait, et qu'ils seront toujours là demain pour avancer dans leur vie malgré tout, quoi. Tout comme ils s'occupent de leur bébé entre deux bastons, ou pendant la baston, des fois ils viennent avec leur bébé.
Voilà, et sur la thématique de la dépression, il y a cette narration hachée qui n'aide pas vraiment à voir l'évolution du personnage, mais c'est ma deuxième lecture qui m'a permis de mieux visualiser ça. Donc c'est vraiment une lecture un peu plus exigeante que le reste. Donc comme je disais, c'est une œuvre qui est restée dans ma tête, j'avais envie de comprendre, j'ai pris le temps, le temps de le relire et du coup, il y a beaucoup d'éléments, je vous ai mentionné, qui me sont revenus, qui m'a permis au final d'apprécier ma lecture pour ce que ça propose. Donc des tranches de vie qui se questionnent sur la vie, de comment se reconstruire, de personnes qui doivent vivre de leur trauma ou faire des choix injustes pour eux. C'est une histoire d'amour forte aussi entre lui et sa femme qui, ben, au cours de discussions simples ou de scénettes du quotidien, ben, montrent la solidité de leur couple malgré les épreuves. Et cette dualité, et il y a cette dualité entre son enfermement mental et sa capacité de pouvoir à s'échapper de n'importe quelle situation que j'ai trouvé intéressant aussi. Sans pour autant être le coup de cœur, parce je commence à voir un peu les ficelles narratives de Tom King dans sa manière d'écrire, notamment cette double narration, ces dialogues désengagés de l'action, donc voilà, ou la réalité. Donc c'est des personnages qui sont torturés, des récits plus psychologiques, et ici c'est un peu plus visible. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pu voir que Mister Miracle, tout le monde crie au chef-d'œuvre dans les quelques reviews que j'avais pu lire, mais personne n'explique pourquoi. Et en tout cas, rien m'a convaincu dans les explications. Donc moi, je ne crie pas au chef-d'œuvre, mais en tout cas, ça reste quand même un bon récit. Parfois, on a un peu l'impression que les personnes le disent parce qu'il a gagné un prix prestigieux, en fait. Donc j'ai essayé de creuser et j'ai trouvé un documentaire qui est sous-titré en français. Je vous l'envoie dans le chat. Hop, je trouve ça intéressant de le mentionner. Je vais vous montrer quelques extraits. Alors voilà, ça dure 34 minutes, mais c'est un documentaire qui revient sur les origines des auteurs et tout. C'est hyper intéressant, la manière dont il a essayé de le faire. Je ne mets pas la lecture parce que sinon après je suis striké bêtement. Et ça revient sur toutes les thématiques et tout. Il y a des trucs hyper intéressants à découvrir. Je vous invite à regarder ce documentaire. Il fait aussi tout un parallèle avec la vie de Jack Kirby, le créateur original, et sa vie qui correspond pas mal à ça. Et avec tous ces éléments, en fait, on voit effectivement la puissance du récit, mais il y a besoin d'éléments extérieurs pour bien le comprendre. Donc moi, ça m'a pas parlé autant. Le fond y est, mais la forme m'a moins touché. J'ai trouvé que c'était un peu trop haché, mais aussi à cause voilà, de beaucoup d'inconnus. Je manquais de ce bagage pour comprendre certaines répliques de personnages. Et finalement, le documentaire a un peu confirmé mon ressenti que c'est un récit qui est moins accessible. Donc je répète, hein, Mister Miracle, ça reste un très bon récit. J'ai aimé beaucoup de choses dans son histoire, mais il est plus exigeant que les autres. Moi j'ai aimé qu'il privilégie la vie intime du personnage que l'action, d'avoir des histoires plus psychologiques que du divertissement, et d'avoir vraiment une thématique difficile comme la dépression. Voilà, j'aurais aimé dire comme tout le monde j'ai surkiffé, mais ça n'a pas été mon cas. Toutefois, je regrette aucunement mes 2 lectures du titre et le temps que j'ai consacré à la série, parce que c'est un comics qui reste en tête et c'est déjà un très bon point. Et comme vous pouvez le voir, graphiquement c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup ce qu'il propose, je trouve ça très beau. Il y a ce côté un peu nostalgique, je sais pas comment dire, et ces tons jaunes, très 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 bien. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur Mister Miracle. Concernant la fin, c'est une très bonne question. Je l'ai lu il y a... je l'ai lu quand ce truc? Je l'ai lu en décembre, donc tu vois... Enfin, j'ai fait la critique en décembre, donc j'ai dû le lire en novembre. Si je regarde les dernières pages, je ne peux pas vous le montrer parce que je voudrais pas vous spoiler. Oui, non, ça finit effectivement. Ça finit. Voilà, donc ce sont les dépressifs qui crient au chef-d'œuvre, pareil pour. Ok, ils se fatiguent. Mais en tout cas, voilà, si ça intéresse, vous savez à quoi vous attendre avec Mister Miracle et un autre titre de Tom King. Et c'est un titre que j'avais envie d'évoquer sur la chaîne parce qu'il reste quand même très intéressant. Eh bien écoutez, on a fait 4 mangas, on a fait 2 BD, 2 comics, c'est quand même 8 reviews aujourd'hui, c'est quand même pas dégueulasse.
Quand on fera le marathon, je pourrais pas en faire autant, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, on va faire ça. Et puis voilà, ou après, au pire, je sais pas, je vais voir comment on fait. En tout cas, le premier, on le fera déjà sur le début de mois, on verra la suite. Donc c'est pas, voilà, petit programme sympa. Et donc je ne vous ai pas parlé de mes achats, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en manga, attends, je vais d'abord faire comics et comme ça après je ferai les mangas, je les mettrai à la suite dans la vidéo. Donc déjà j'ai acheté un artbook, j'ai acheté celui-ci, The Marvel Nightmare Art of Peach Momoko, qui revisite les personnages de Marvel, puisqu'elle a un contrat avec Marvel, de manière plus horrifique. Et il y a certaines planches qui sont assez incroyables, comme vous pouvez voir, avec très souvent le petit croquis à côté. Et donc je prends le temps de regarder les planches et tout, et je suis au tout début, hein, j'ai pas tout vu. Mais vraiment, je prends le temps. Je me dis, les artbooks, c'est vrai qu'on prend pas assez le temps de les regarder. Et donc, de temps en temps, je me regarde une petite planche, je reste une minute ou deux dessus, et je regarde tous les détails. Mais en tout cas, super beau. Donc, je me suis acheté ça. En comics, je me suis acheté, du coup, hop, ça. Hop. Le 4e omnibus d'Alien. J'ai déjà les autres, ils sont tous là. Donc j'en suis au volume 3 actuellement. Et le mois prochain, vu que le mois prochain c'est l'Alien Day, je vous ferai donc la critique du premier omnibus. Parce qu'il y a quand même 1000 pages à chaque fois, donc je vous ferai une petite critique par omnibus pour vous dire un petit peu de comment ça évolue, etc. Alors moi j'adore Alien. Et c'est pas tout, parce que, hop là, de Alien, j'ai aussi acheté des petites histoires à côté, là, les récentes, celles qui ont été faites en 2000, il y a 5 volumes. Donc c'est 2 histoires, hein, donc 3 et 2. Et bon, graphiquement, c'est très moderne, hein, c'est moins... pas ouf, mais voilà. Mais j'ai hâte de voir comment ça évolue. Il faut que je me chope des Blood and de machin, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est tout ensanglanté là. Donc ça me fait 5 volumes. Comme c'est pas sorti en deluxe, en machin et compagnie, je les ai pris. Je me dis, écoute, je les ai. Et puis voilà, si un jour ça ressort dans notre format, je pourrais toujours racheter. Je suis pas fermé, on verra. Et le dernier, c'est celui-ci. J'ai acheté le Mr. Miracle. Je vous ai pas encore parlé de Mr. Miracle. J'avais acheté l'omnibus. Mais en fait, il y avait le volume 4 qui est sorti il y a des années. J'ai réussi à le trouver d'occasion, à un prix raisonnable. Et donc, je pourrais vous en parler quand j'aurai lu le 4 et le 5 en anglais. Comme ça, je ferai tout un ensemble Mr. Miracle et je vous parlerai à quel point ce comics est super. Parce que j'ai adoré, spoiler. Voilà pour le comics. Je crois que j'ai fait le tour du comics, ce qui est pas mal. J'ai dépensé pas mal de pognon pour le comics. Et maintenant, je vous propose de parler de ce que j'ai acheté en manga. Et en manga, j'ai acheté donc le Après Angoulême. Donc c'est Miracle Man, ouais, tout à fait. C'est celui-ci, l'omnibus. Je vous le montre rapidement parce que quand même ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, c'est celui-ci. Ça a été recolorisé. Donc les couleurs, je trouve sublimes. Mais surtout, hop là. Vous voyez là la partie noire? Ben, tout ça, c'est des bonus. Donc tout ça là, ce sont les planches. Bon, il y a des illustrations, mais il y a beaucoup de chapitres façon facsimilé avec tous les trucs d'origine et tout. Incroyable. Les bonus, incroyable. Voilà, moi je vous le dis. Là, il n'y a pas besoin d'acheter d'Artist Edition, vous avez tout dedans. Donc, moi j'ai adoré ce truc. Hop. Mais je vous ferai une belle critique sur la chaîne. Mais un peu de patience.